Merci beaucoup Alain, merci beaucoup à tous pour les riches exposés que vous nous avez présentés aujourd'hui. Variés et complémentaires, hein, on y retrouve des propos qui vont dans le même sens quant à l'éveil, l'élévation de nos élèves et le fait de prévenir, de les accompagner face à tous les outils dont ils disposent aujourd'hui et comment utiliser des outils, comment déchiffrer ce qu'ils ont sous les yeux en général, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient. Alors vous avez parlé dans vos deux exposés des risques des biais sociaux, des fake news, des nudges qui peuvent influencer les individus. Alors moi je me projette en tant que conseillère pédagogique, je me projette dans la classe. Je me projette dans la classe avec les enseignants, avec les élèves et des enseignants qui peuvent se poser la question de savoir comment armer leurs élèves face à ces risques. Alors vous en avez déjà un petit peu parlé, hein, vous avez déjà apporté quelques propositions en termes de dialogue, confrontation des idées, résister aux évidences. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles activités éventuellement vous pouvez proposer, notamment à des plus jeunes. À de jeunes élèves, parce que là on se retrouve quand même à l'école primaire avec des enfants qui sont déjà tout jeunes exposés à cela et dont parfois les parents ne maîtrisent pas du tout l'outil, ne comprennent pas et eux-mêmes ne savent pas accompagner leurs enfants. Donc est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous apporter à nous, les enseignants, le milieu enseignant, pour aider, armer nos élèves face à ces risques-là? Je peux commencer par une expérience qu'on monte. En fait, j'ai une casquette aussi qui est présidente d'une fondation, la Fondation Blaise Pascal, de médiation culturelle en mathématiques et en informatique. C'est-à-dire, en fait, pousser des projets dans toute la société, dans tout le pays, c'est national, pour qu'on travaille sur, je sais pas moi, il y a un projet qui s'appelle Chiche, par exemple. C'est un chercheur qui va à l'école, dans la classe de quelqu'un, qui apporte une vision passionnée de son métier, qui peut engager des travaux à faire avec lui sur le long terme. C'est à discuter. Il y a d'autres projets qui sont, ce que j'essaie de monter en ce moment, c'est des capsules sur l'IA éthique. Vous avez entendu parler de peut-être l'apprentissage du code en 5e. Moi, je pense que l'apprentissage du code, c'est surtout l'apprentissage des concepts derrière le code qui sont importants à donner à ses enfants. Les capsules dont je viens de parler sur l'intelligence artificielle et l'éthique et le numérique plus largement, c'est dédié. Nous, on a travaillé sur le cycle 3, donc les plus jeunes, hein, on cible les CM1, enfin vraiment les jeunes, pour aller essayer de leur faire prendre conscience qu'ils vont perdre de l'argent. On travaille sur l'addiction, si vous voulez, dans une capsule. Une autre est dédiée à la vie privée. Qu'est-ce que c'est que la vie privée? Et je pense que c'est important de faire comprendre le plus possible ces concepts aux plus jeunes. J'ai fait aussi des tests dans des écoles avec des robots qui nudgeaient les enfants. On faisait un test avec des robots, un test avec un Google Home. Ça leur faisait parler à travers la plateforme, l'enceinte vocale Google Home que tout le monde connaît. Et il y avait un humain qui faisait le même dialogue. On a fait un jeu qu'on connaît bien en économie. Donc moi, j'ai monté une chaire avec des linguistes, des économistes et des informaticiens pour travailler sur ce sujet. On leur donnait des billes. Et la machine, le robot, l'enceinte ou l'humain, demandait combien tu en gardes pour toi et combien tu en donnes aux autres, qui fait partie d'un jeu qu'on connaît. Et donc, on fait, avec des adultes, on donne de l'argent, là on a des billes, et la machine ou l'humain demandait combien tu en donnes. L'enfant décidait, et après il disait, mais les autres ont fait autrement. Ou moi, je serais à ta place, j'en garderais plus, etc. Et ce qu'on voulait savoir, c'était à travers des relances comme ça d'incitation, si finalement les machines allaient plus facilement inciter les enfants à changer d'avis que l'humain. Et effectivement, c'était le cas. Surtout avec les plus jeunes. Donc on a travaillé avec des grandes sections jusqu'à CM2. Moi, je peux vous dire que les plus jeunes, ils sont très enthousiastes vis-à-vis des robots et des machines et qu'ils suivent ce que disent les machines. Donc on a quand même un travail énorme à faire, je pense, pour éduquer et éduquer de façon amusante sur ces sujets. Ça veut dire pas donner des leçons,
tel qu'on l'apprend comme ça, mais faire éclore de leur discussion des tensions éthiques, des problèmes, que ça vienne d'eux, et puis l'expérimenter, pas forcément devant des machines. Nous, ces capsules qu'on fait, c'est des petits films pour alerter qui sont un peu ludiques, avec des enfants qui parlent d'ailleurs, des enfants parlent aux enfants, et avec l'idée de faire des jeux dans la classe, qui sont des jeux avec des bouts de papier, avec des Legos, avec des petits bonshommes, enfin on a tout un équipage, ou des petits robots aussi, hein, mais qui sont assez bon marché, assez facile d'accès. Ça s'apparente un peu à ce que faisait la main à la pâte, si vous voulez. Et je pense qu'on est dans une transition où il faut accélérer la possibilité d'engager des réflexions auprès de tout ça. Je pense que les enseignants, du coup, peuvent prendre les capsules et c'est il y a toutes les capacités de comprendre de quoi il est question. Il n'y a pas besoin de beaucoup de travail en plus pour avoir la possibilité de parler de ces sujets. Je pense que c'est pas si compliqué que ça, quand c'est bien fait. Après, je ne sais pas si on convaincra le monde de l'éducation que c'est bien fait, mais en tout cas, on fait ça bénévolement dans une fondation, en ayant récupéré de l'argent auprès de la fondation de la Maïf, par exemple, pour faire ça. On aimerait bien qu'il y ait un engagement plus profond pour nous aider à faire cela, ce qui prend du temps, du courage, et j'ai embarqué, moi, des élèves que j'avais en master de sociologie et d'informatique et de linguistique pour m'aider à faire ça. Je pense qu'on peut décupler ce genre d'initiative. Et après, comment donner accès à ces réseaux? Dans la Fondation Blaise Pascal, on a en fait un grand nombre de professeurs des écoles, du lycée, des collèges, qui sont des accompagnants de ces projets et qui vont être force de proposition de ces capsules auprès de leurs étudiants. Mais on pourrait généraliser mieux, et en tout cas... Oui, ça pose la question aussi de l'information et de la formation des enseignants. Ces classes, oui, bien sûr que ça porte aussi, et il faut être agile sur ces sujets-là, et je pense que leur faire construire ce genre de capsules, encore une fois, ça serait intéressant. Voilà. Alors, ce qu'on doit essayer de faire, c'est, je trouve que ce que disait Eric Charbonnier était effectivement extrêmement pertinent. Il y a une chose qu'on évalue très peu dans notre système éducatif, c'est le programme. Peut-être qu'il est temps de commencer à se poser la question du programme. Est-ce que notre programme est encore en phase avec les problématiques des compétences qu'il faut qu'on arrive à développer chez nos élèves aujourd'hui? Parce que c'est aussi ça, l'enjeu d'une école du 21e siècle, c'est qu'elle soit plus en phase finalement avec les compétences qu'on doit y développer. Donc il y a évidemment la question de la compréhension de l'IA, mais largement avant ça, il y a la compréhension des mécanismes qu'on engage dans les apprentissages. C'est un préalable à tout. C'est-à-dire que finalement, on a un système éducatif qui est construit à l'envers, dans lequel on rentre dans les apprentissages fondamentaux avant d'avoir appris les fondamentaux de l'apprentissage. Et on voit bien que c'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui, d'avoir une école aussi inégalitaire. Elle se construit, comme tu disais très bien, sur des inégalités qui sont déjà présentes dès la maternelle. 1200 mots dans le vocabulaire d'un enfant qui vient de milieu socio-favorisé, 525 dans celui qui vient d'un milieu social défavorisé. Et il y a évidemment un rapport aussi aux apprentissages. Donc la première chose, c'est effectivement d'enseigner de façon très explicite l'ensemble des mécanismes qui sont engagés dans la situation d'apprentissage. Et ça, c'est ce qu'on fait avec Nathan. On a écrit toute une séquence pédagogique autour d'entraîner le cerveau à résister, qui permet de rentrer justement dans ces problématiques-là dès la petite section de maternelle. Et puis on a fait la même chose pour le cycle 2, le cycle 3. Et on continue aujourd'hui, effectivement, à essayer de promouvoir ça. Mais en n'oubliant pas, et ça, j'espère que la Fondation Blaise Pascal le fera, d'évaluer systématiquement ce que vous mettez en place. Parce que le problématique, c'est qu'il y a un certain nombre de mécanismes de médiation scientifique qui se mettent en place et il n'y a pas d'évaluation de ça. Et tout d'un coup, on se rend compte après 10 ans que, par exemple, la main à la pâte utilisait une pédagogie qui n'est pas forcément la pédagogie la plus pertinente pour entraîner du changement conceptuel. Donc c'est très bien les pédagogies de la découverte, sauf qu'en fait, si vous mettez les enfants dans une situation de conflit cognitif sans qu'ils aient un peu d'information sur le concept scientifique, en fait, ça ne marche pas très bien. Et ça fait longtemps qu'on le sait. Donc, il y a quand même cet engagement finalement à se dire qu'il faut ouvrir l'école, il faut qu'elle soit beaucoup plus ouverte sur le monde, mais il faut que de l'innovation pédagogique naisse dans les classes et par le biais de la société civile qui rentre dans les classes, mais par contre il faut évaluer. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui de ne pas évaluer ces innovations pédagogiques qu'on essaye de mettre en place. Et qu'est-ce que ça produit en termes d'évaluation? Non pas, ce que disait très bien Eric Charbonnier, pas sur la question finalement du niveau, mais sur la question de la problématique qu'a notre école aujourd'hui, la réduction des inégalités éducatives. Tout le reste, c'est l'épaisseur du trait. C'est 1h30 de maths en terminale et en première. Franchement, c'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est la problématique de la réduction des inégalités. Bon, je passe sur la problématique du fait que les femmes ne sont pas suffisamment engagées dans les filières scientifiques. Je pense qu'on pourrait aussi prendre la problématique à l'inverse, de se poser pourquoi les hommes ne vont pas suffisamment dans les filières sciences humaines et sociales.
c'est une autre façon de regarder le problème. Mais c'est une façon de regarder le problème peut-être de façon un peu plus globale sur ces questions-là. Donc je pense qu'effectivement, on peut mettre en place plein de choses de ce point de vue-là. On a besoin, dans ce contexte-là, de travailler avec des enseignants, parce que je rappelle que nous, en tant que chercheurs sur ces domaines-là, on n'est pas des spécialistes de la pédagogie. Moi, je ne sais pas construire une séquence pédagogique. J'ai fondamentalement besoin de l'expertise des enseignants pour pouvoir faire ça. Et c'est pour ça qu'on travaille notamment avec Nathan et avec les auteurs de chez Nathan, parce que précisément, on bénéficie de cette expertise et on peut co-construire à ce moment-là finalement une éducation ou des démarches pédagogiques qui sont informées par un certain nombre de données qu'on peut produire dans ces laboratoires. En tout cas, il y a des outils qui existent déjà. Maintenant, la question, c'est les introduire un peu plus dans les classes pour expérimenter, suivre, accompagner et avoir un retour. Et la question de l'implémentation. Voilà. Parce que c'est très bien, des fois ça marche très bien quand vous l'avez fait à petite échelle, et puis tout d'un coup, quand vous essayez d'implémenter à très grande échelle, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et donc il y a toute cette question aussi des sciences de l'implémentation. Comment on implémente? Comment on fait pour que ça fonctionne? Comment on pense effectivement? C'est ce que vous disiez. La formation des enseignants. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Eric le disait aussi, il y a un problème sur la formation initiale des enseignants, mais il y a aussi un problème quand tout d'un coup il y a une réforme, on fait la réforme du plan mathématique, la réforme du plan français, mais comment on fait effectivement pour que ça aille toucher, alors c'est l'idée des constellations par exemple, mais comment on va toucher en termes de formation continue l'ensemble des enseignants pour que ça ait l'effet escompté. Et ça, il faut aussi l'évaluer. Voilà, c'est difficile. Tout à fait. Alors, j'ai l'impression que le ministre ne va pas tarder à arriver, donc je voudrais enchaîner sur une autre question. Vous avez parlé de co-créer, co-apprendre avec les machines, potentiellement. Donc, c'est peut-être à l'avenir ce qui va se produire dans les classes. Donc, quel regard vous portez, vous, sur l'introduction de l'IA dans les classes, sous la forme soit de robots, de chatbots, et est-ce que ça pourrait compléter efficacement le travail d'un enseignant, ou est-ce qu'il faut s'en inquiéter parce que ça prendrait la place de l'enseignant? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tant qu'on ne sera pas plus formé à ces outils, il faut faire attention, il faut être prudent sur l'utilisation dans les classes. Moi, la Fondation Blaise Pascal, elle n'a pas vocation à remplacer les enseignants. Hein, je crois qu'on s'est mal compris tout à l'heure. Il s'agit de faire prendre conscience de domaines et de pouvoir évaluer. Et donc, on fait aussi la recherche sur comment on peut évaluer bien fondé, d'avoir telle ou telle démarche en dehors de l'école pour pousser à comprendre qu'il y a des règles éthiques qu'il faudrait mettre en place, que les enfants doivent avoir un regard critique aussi sur ce qu'ils font avec ces outils numériques. Et je pense qu'on est loin de remplacer les enseignants. Hein. Faut arrêter là, c'est du fantasme. Bien entendu que si vous regardez même les MOOC, les gens disaient ah là, on va faire des MOOC et ça va bien marcher, il n'y a plus besoin d'enseignants, on réduit. Regardez un peu ce que ça donne comme résultat. Là, ça a été évalué, je crois. Ça ne marche pas très bien. Donc l'expérimentation par soi-même, la discussion, le débat, la prise de conscience, je pense qu'il faut considérer les enfants non pas comme des acteurs qui reçoivent, mais des acteurs qui co-créent. C'est ça que je voulais faire passer comme information. C'est-à-dire qu'on parle des machines, mais c'est les enfants aussi. Hein. Et cette idée d'apprendre aux enfants à bien utiliser ces machines, et c'est aussi la même idée. C'est-à-dire que l'enseignant doit apprendre à bien utiliser ces machines pour aller plus loin. J'ai un projet avec des Japonais en ce moment sur ce sujet. Comment la machine va nous aider à apprendre des choses en plus, qu'on pourra nous traduire humainement pour des enfants sur autre chose. Donc c'est vraiment des passages de conception qui sont différentes sur la perception. On sait très bien que les machines peuvent nous apporter, parce qu'elles perçoivent différemment de nous. Elles agrègent des nombres incalculables de données qu'on ne peut pas agréger. Donc il faut respecter le fait que ça peut être utile, et je pense arriver à comprendre quand ça l'est ou pas. Donc ça demande de s'emparer, d'apprivoiser tous ces outils et d'avoir quelques exemples pour vous donner des idées et d'aller vers plus de créativité. Ce que je pense va aussi permettre d'amplifier la tâche positivement, hein, la tâche des enseignants. Je pense ils pensent tous que c'est une charge en plus de travail, mais non, c'est une liberté en plus. Et je pense que c'est aussi un accès peut-être à un travail qui sera mieux rémunéré si on sait faire. Si on sait créer ces outils pour l'éducation, on a quand même un boulevard économique aussi à
à travailler là-dessus. Hein. Donc c'est pas l'objectif de tout enseignant, mais je pense c'est en co-créant à plusieurs. Quand je dis co-créer avec une machine, c'est co-créer avec la machine et les enfants, et sûrement en pluridisciplinarité. Alors je ne sais pas comment on crée ça au sein d'une école, mais ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'était qu'on manquait de coopération au sein même des équipes d'enseignants. Et je pense que là, il y a une complémentarité à trouver, que, je sais pas, l'enseignant français s'intéresse aux mathématiques et fasse des projets autour de l'IA là-dessus, ça serait extrêmement utile. Peut-être rajouter juste deux, trois choses. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. La première chose, c'est que quand on regarde un peu ce que produit finalement les interactions homme-machine, on voit qu'on apprend quand même toujours mieux quand on est dans des interactions sociales réelles. Donc l'enjeu de dire que tout d'un coup le numérique va remplacer l'enseignant, ça n'a pas de sens. Enfin, personne ne pense ça. Par contre, effectivement, l'idée qu'on peut réussir à faire de la différenciation pédagogique quand c'est pertinent à base de numérique et de numérique qui impliquerait de l'IA pour avoir des personnalisations de parcours, par exemple, et ainsi de suite. Là, c'est pertinent. On voit bien qu'effectivement, ça peut être pertinent. Maintenant, ça peut être pertinent, mais il faut l'évaluer. C'est-à-dire qu'on revient finalement à cette question de l'évaluation. Il n'est absolument pas acceptable que tout d'un coup, des enseignants aillent utiliser des outils numériques qui prennent du temps d'interaction sociale réelle si ces outils numériques ne produisent pas plus d'apprentissage que celui qu'on pourrait produire dans l'interaction réelle. Et donc ça nécessite effectivement d'avoir le même type de démarche, je disais ça hier dans une table ronde, les mêmes types de démarches que quand on évalue un médicament. C'est-à-dire qu'on ait la même rigueur, qu'on essaye d'évaluer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, en fonction du contexte. Parce que souvent, c'est des outils qui ont pu être testés dans d'autres systèmes éducatifs, et on sait que nos systèmes éducatifs, ils sont aussi très empreints de la culture dans laquelle nous sommes. C'est pour ça qu'on ne peut pas importer un système éducatif dans un autre système éducatif, et que par exemple, il y a un certain nombre de jeux qui semblent très bien fonctionner dans certains systèmes éducatifs, de jeux ou d'activités ludo-éducatives numériques X ou Y, et que quand vous les importez dans le système français par exemple, ça ne marche pas forcément. Donc on a besoin à chaque fois de faire cette évaluation-là. Et puis je reviendrai sur ce qui a été dit, cette idée effectivement qu'il y a peut-être aussi un enjeu d'ouvrir un espace sur l'éducation, pas simplement par le numérique, mais au numérique. C'est ce que vous faites. C'est-à-dire que le véritable enjeu, c'est un moment de se dire que ces outils-là, ils sont là, et que si l'école n'est pas aussi le lieu où on apprend à l'utilisation et la compréhension de ces outils-là, on rate nécessairement quelque chose. C'est même la première étape. Oui, c'est même la première étape, on est entièrement d'accord. Effectivement, alors après, je ne suis pas très surpris qu'ils aient plus confiance dans la machine. Parce qu'en fait, même pour un adulte, il a plus confiance dans l'algorithme, il pense que l'algorithme prend des décisions. Je suis d'accord, mais il pense qu'il prend des décisions plus objectives qu'un être humain. Oui, mais là, c'est une erreur fondamentale. 60%, je suis d'accord, les gens pensent ça, mais il faut déconstruire cette fausse idée. Quoi. Donc, voilà. c'est l'école qui peut être un bon lieu pour le faire, en expliquant, en montrant. Et c'est pas du tout de la pédagogie pour apprendre les mathématiques ou le français, c'est apprendre finalement comment la science peut aider à mieux comprendre l'environnement dans lequel on vit et utiliser ces technologies. C'est à mon avis très utile pour montrer les problèmes de perception, de biais et de finalement fausses bonnes idées qu'on peut avoir pour remettre un peu de stabilité et pour que les enfants aient confiance. Et leurs parents aussi. Oui, mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de fantasmes. Il y a beaucoup de fantasmes autour de l'IA, autour des neurosciences et de craintes. Et le milieu enseignant est parfois rejette un petit peu les propositions de peur que ça prenne la place d'eux ou tous les dangers qui peuvent auxquels sont exposés les élèves. Il y a des fantasmes à lever. Et c'est pour ça que je parlais non seulement de formation, mais d'information aussi, tout simplement, cette prise de des conscience. enseignants. Vous avez tout à fait raison et je pense que les enfants utilisent sans doute plus que leurs professeurs de temps en temps les outils numériques, mais pour faire des jeux, pour faire du réseau social, etc. Et on a besoin de les aider. Les enfants ont besoin d'aide en ce moment pour appréhender mieux ces mondes, parce qu'il y a une invisibilité dans ces mondes qui est terrible, et démystifier, ça va les intéresser. Et deux, c'est à mon avis une façon de faire passer pas mal de notions autour de ça qui ne sont pas des notions qu'on a l'habitude d'apprendre à l'école et qui sont sans doute de l'ordre de la civilité, du bien commun, du construire ensemble, du sens commun, donc qui rejoint un peu l'idée de démocratie aussi dont on parlait tout à l'heure et de valeurs laïques. Ouais, tout à fait. Alors là, pour revenir à l'IA précisément, où on a évoqué les dangers par les biais sociaux,
les nudges. Est-ce qu'on pourrait se servir aussi de l'IA pour finalement apprendre à contrôler ce qui pourrait diffuser ou faire assimiler des fake news ou est-ce que l'IA serait capable finalement de mettre à disposition des outils auprès de nos élèves pour filtrer les informations Oui, mais c'est quand même des outils d'IA, donc ils ne répondent pas à 100% aux problèmes. Donc ils font aussi des erreurs. Et sur l'IA, par exemple, sur sa capacité à détecter des fake news, aujourd'hui, on est sur des taux qui sont à 70 à 80%. Est-ce que vous acceptez qu'un système laisse passer 20% d'informations? Surtout que ça veut dire que si vous avez un système comme ça, les gens, ils sont pas, je veux dire, nous, en tant qu'êtres humains, si on se dit qu'on a un système qui fait le travail pour nous, à ce moment-là, on se décharge. Non, c'est ça qu'il faut apprendre. Je suis d'accord avec vous. Responsabilité. Responsabilité, tout à fait. Des gens, enfin, de tout un chacun qui utilise ces outils. L'outil n'a pas la science infuse. Il va produire quelque chose. Est-ce que ça nous aide ou pas? Il faut comprendre quand ça nous aide ou quand ça nous aide pas. Mais c'est la même chose pour le médecin, le radio. Bien sûr. En radiologie, ils vont utiliser des choses sur le cancer pour détecter des formes de maladies. Dans tous les métiers, que ce soit enseignement, santé ou autre, il faut apprendre. L'outil ne sort pas de l'usine terminée. Il a un certain potentiel, on peut continuer à lui faire apprendre des choses, on peut donc l'améliorer, et surtout, il faut apprendre à l'utiliser. Quand est-ce qu'on fait confiance, quand est-ce qu'on ne fait pas confiance? Il faut générer des possibilités aussi de le tester sur les frontières, les benchmarks, ce qu'on appelle les benchmarks. L'évaluation, elle n'est pas une fois, elle doit être en continu. Ça veut dire qu'il faut apprendre à manipuler ces outils, à comprendre quand ils font des erreurs, et de toute façon, on en passera, il n'y a rien qui fait zéro risque. Donc il faut apprendre à discuter autour de cette façon de voir les choses. Le risque zéro n'existe pas. Je pense qu'il faut apprendre à douter et les enfants seront d'autant plus intéressés qu'il y aura cette part de raisonnement autour. Il reste humain. Et j'ajouterais quand même que si vous outsourcez d'une certaine manière votre libre arbitre à une IA... Outsourcer, tu peux... si vous considérez que c'est une IA produite par qui déjà? Est-ce que vous acceptez de finalement donner ou d'accorder votre libre arbitre ou votre possibilité de libre arbitre à, par exemple, une entreprise privée? Moi, non. Sur les fake news, quand même, on peut les utiliser, mais il faut en utiliser plusieurs en parallèle et regarder comment elles opèrent. Ça, ouais. Et là, on va gagner en compréhension de ce que savent faire ces systèmes. Vous en prenez un de Microsoft, un de Google, un fait par, je sais pas, un chercheur. Vous mettez tout ça en parallèle et vous regardez ce que ça donne. Et c'est de cette confrontation du multiple vu qu'on va apprendre à mieux manipuler ces outils, pour moi. Merci beaucoup.